Le 2 septembre 1999, dans une banlieue de New York, un homme du nom de Ronald était occupé à nettoyer sa maison et à ranger ses affaires. Il avait décidé de vendre sa maison et la préparait pour la remise au nouveau propriétaire. Lorsque Ronald descendit dans la cave, qu'il négligeait habituellement et n'y pénétrait que rarement, il remarqua un grand baril métallique. Ce baril était là depuis qu'il avait acheté la maison il y a 30 ans, mais il n'y avait jamais vraiment prêté attention. Cependant, puisque le nouveau propriétaire exigeait que la maison soit complètement vide, Ronald se devait de se débarrasser du baril. Il tenta de le porter et de le déplacer à l'extérieur. Bien qu'il fût extrêmement lourd, il parvint difficilement à le transporter jusqu'à la poubelle devant la maison. Malheureusement pour lui, les éboueurs ne l'ont pas pris, laissant plutôt une note indiquant que le baril était lourd et pouvait contenir des substances chimiques toxiques. Ronald décida alors de vider une partie du contenu du baril pour alléger son poids et faciliter son transport. Il prit un marteau et commença à ouvrir le baril lentement. Dès qu'il souleva le couvercle partiellement, une odeur très désagréable se dégagea. Malgré cela, Ronald continua d'ouvrir le baril et d'explorer son contenu par curiosité. Enfin, lorsqu'il parvint à retirer complètement le couvercle, il découvrit que le baril était rempli d'un liquide vert étrange, avec une chaussure de femme flottant à l'intérieur. En regardant de plus près, il distingua un bras humain immergé dans le liquide. À ce moment, il appela immédiatement la police. La police arriva rapidement et, après avoir recueilli le témoignage de Ronald, le baril fut transféré au laboratoire d'analyse criminelle pour déterminer la nature du liquide vert et examiner le corps à l'intérieur. L'analyse révéla que le corps appartenait à une femme d'origine latino-américaine, dans la fin de la vingtaine, aux cheveux foncés, portant des vêtements datant des années 60 du siècle dernier. Cela indiquait que le crime s'était produit il y a longtemps. La cause du décès fut identifiée comme un violent coup à la tête. De plus, les radiographies montrèrent que la femme était enceinte, dans son 9e mois de grossesse et sur le point d'accoucher au moment de sa mort. Le baril contenait également un petit carnet avec des dates et des numéros de téléphone largement effacés par le liquide vert. 2 bagues, un portefeuille, un collier et une feuille en plastique d'art artificiel furent également retrouvés. La police commença immédiatement à essayer d'identifier la femme. Ils tentèrent d'abord de récupérer les informations à partir du carnet, réussissant partiellement à restaurer certains numéros, mais ceux-ci ne menèrent à personne en raison du changement de lieu de résidence au fil du temps. La police contacta également tous les voisins de la maison, mais malheureusement, personne ne savait rien ou ne se souvenait de quelque chose, laissant la criminalité entourée d'un mystère persistant depuis longtemps. Malgré l'apparente impasse initiale, la police continua ses recherches et enquêtes dans l'espoir de trouver une piste. Ils examinèrent le baril de plus près et découvrirent qu'il avait été fabriqué en 1965 et utilisé précédemment pour le transport de pigments. Le liquide vert s'avéra être une substance utilisée dans la fabrication d'art en plastique, dont la production s'était arrêtée en 1971. Il était indiqué sur le baril qu'il était destiné à la société Mi-Rose Plastique. Après des recherches approfondies, il fut découvert que cette entreprise était fermée depuis 1971 et que le propriétaire de la compagnie était un certain Howard Elkin. De plus, il s'avéra que Howard Elkin était le propriétaire initial de la maison où le corps avait été découvert, et Ronald l'avait acheté il y a plus de 30 ans. Maintenant, l'image commençait à se clarifier légèrement, et les enquêteurs s'efforcèrent de relier les différents éléments. Le baril, le liquide vert, l'entreprise de plantes en plastique, et M. Howard étaient tous des fils conducteurs clés dans l'affaire. Cependant, le maillon manquant restait la femme dont le corps avait été trouvé, et dont l'identité demeurait inconnue. Bien que M. Howard semblait être lié au mystérieux décès,
il n'y avait pas suffisamment de preuves pour le condamner. Avec la propagation de la nouvelle du crime à la télévision et les discussions animées dans la société, la police reçut un appel téléphonique mystérieux d'une personne inconnue. Cette personne affirmait que M. Howard avait une relation avec une femme d'origine latino-américaine qui travaillait pour lui dans les années 60. De plus, le baril qui avait été montré à la télévision était le même baril qui se trouvait dans l'usine à l'époque. Malgré le mystère entourant l'appel, il renforça les suspicions de la police envers Howard. Ils décidèrent donc de l'interroger. Après des recherches, la police découvrit que Howard était toujours en vie, âgé de 71 ans, et vivait désormais en Floride. Ils se rendirent chez lui pour l'interroger. Lorsqu'on lui demanda sa relation avec la femme latino-américaine, il admit la connaître, mais il avait oublié son apparence, son nom et ignorait son sort. La police lui demanda alors de l'aider en fournissant un échantillon de son sang pour comparer l'ADN avec le fœtus trouvé dans le ventre de la victime, mais il refusa catégoriquement, exigeant qu'il quitte immédiatement sa maison avant le retour de sa femme. Après le départ de la police, Howard quitta sa maison et se rendit directement à un magasin d'armes, où il acheta un fusil. Plus tard, on découvrit son corps sans vie, une balle dans la tête, assis dans sa voiture. Après le suicide de Howard, la police préleva un échantillon de son sang et le compara à l'ADN du fœtus. Le résultat montra une correspondance parfaite. Ainsi, Howard était le père de l'enfant que la victime portait. Cependant, la police devait toujours découvrir l'identité de la femme et la raison de son meurtre, car la seule personne qui la connaissait bien s'était suicidée. La police se résolut à revenir au carnet de téléphone trouvé dans le baril et à réessayer avec les numéros qui s'y trouvaient. Après plusieurs tentatives, les enquêteurs semblèrent enfin avoir de la chance. Ils réussirent à contacter un numéro de téléphone qui fonctionnait toujours, appartenant à une certaine Cassie, dont le domicile et le numéro de téléphone n'avaient pas changé depuis longtemps. Lors de son interrogatoire, elle raconta tout ce qu'elle savait sur la propriétaire du carnet. Rena Marocchi est née en 1941 au Salvador à une époque où le pays faisait face à d'importants défis politiques, économiques et sociaux, et beaucoup de gens rêvaient d'émigrer pour améliorer leurs conditions. Rena a vécu avec sa famille malgré leur pauvreté, et lorsqu'elle a grandi, elle a rencontré un homme, est tombée amoureuse et s'est mariée. Cependant, en 1966, Rena a découvert l'infidélité de son mari et a décidé de le quitter pour émigrer aux États-Unis. Elle n'avait plus d'espoir dans sa patrie, alors elle s'est installée à New York et a commencé à travailler comme nounou pour subvenir à ses besoins. Cependant, elle a rapidement quitté ce travail car son ambition était toujours de travailler dans l'industrie de la mode et du vêtement. Elle a commencé à apprendre l'anglais auprès d'une femme nommée Cassie, également originaire du Salvador, et elles sont rapidement devenues des amies proches. Cassie a aidé Rena à trouver un nouveau travail dans une usine de plastique, offrant ainsi à Rena un nouvel emploi, une nouvelle amie et un nouvel amant. Rena confiait tout à Cassie, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, y compris son nouvel amant, marié et père de 3 enfants, mais elle ne révélait jamais son nom. Au fil du temps, Rena est tombée enceinte de l'enfant de son amant, qui lui avait promis de l'épouser mais n'avait pas tenu sa promesse et évitait toujours le sujet. Finalement, Rena réalisa que son amant n'était autre que M. Howard, le propriétaire de l'entreprise. Sachant qu'elle devait trouver une solution, surtout qu'elle était sur le point d'accoucher, Rena décida de contacter la femme de Howard et de tout lui révéler. Lorsque Howard l'a découvert, il est devenu furieux et a menacé de tuer Rena. Terrifiée, surtout sans aucun soutien familial, Rena a immédiatement appelé son amie Cassie, lui racontant tout et exprimant sa peur et son manque de sécurité. Cassie, inquiète pour Rena après l'appel, est allée à son appartement pour la vérifier mais ne l'a pas trouvée. Elle a attendu là-bas jusqu'à la tombée de la nuit,
mais Rena n'est pas réapparue cette nuit-là ni aucune autre nuit. Inquiète, Cassie s'est rendue à la police et a signalé la disparition de son amie. Cependant, la police a montré peu d'intérêt, considérant que Rena n'était pas une citoyenne américaine et pourrait être retournée dans son pays d'origine. Cassie est restée anxieuse, surtout après que la mère de Rena lui ait informé que sa fille ne l'avait pas contactée depuis un moment. Cependant, Cassie n'avait aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. L'affaire a été négligée, et Rena a été oubliée jusqu'à la découverte du baril et du corps. Après les informations fournies par Cassie concernant Rena, la police a élaboré un scénario imaginaire de ce qui s'est passé le jour du crime. Howard a contacté Rena pour qu'ils se rencontrent à l'usine afin de trouver une solution au problème. Inévitablement, une dispute a éclaté entre eux, et Howard a frappé Rena à la tête, la tuant. Il a ensuite transféré son corps dans la cave de sa maison pour se débarrasser de lui en le plaçant dans le baril et en versant le liquide vert utilisé dans la fabrication des arts en plastique. Il a scellé hermétiquement le baril et a décidé de le jeter dans la mer. Cependant, lorsqu'il a essayé de le déplacer, il n'a pas pu, car il était devenu trop lourd, pesant 165 kg. Il a donc décidé de le laisser dans la cave, pensant que personne ne le trouverait, ne penserait à l'ouvrir ou à le déplacer. Après tout, qui se soucierait de la disparition d'un immigrant ou d'un étranger ? Les déserts et les mers n'engouffrent-ils pas chaque année des milliers de chercheurs d'espoir et de sécurité ? Qui se soucie de leur sort ? Personne. Après la clôture de l'enquête et la fermeture du dossier, le corps de Rena a été renvoyé au Salvador pour y être enterré dans son pays natal. Quelques mois plus tard, sa mère, qui l'avait attendue longtemps, est décédée et a été enterrée aux côtés de sa fille. Ce qui reste troublant dans cette affaire, selon moi, c'est l'identité du mystérieux appelant. À votre avis, qui pourrait-il être ?